Je ne suis pas Jean-Marie Hébert, je suis Pierre Verdier du Comité régional du tourisme et loisirs d'Occitanie. On va vous présenter le fonds Essentiem. Je ne vais pas en dire beaucoup plus à ce stade-là, c'est juste en guise d'introduction, je voulais juste indiquer que le CRTL a souhaité rentrer dans les mécènes, comment on appelle ça, les mécènes... Alors c'est le collège des partenaires et c'est aussi à la gouvernance d'Essentiem. Voilà, et dans les partenaires importants du fonds Essentiem, pour permettre le développement d'un certain nombre de projets liés à des actions, des projets d'ordre social, culturel, environnemental. Et l'idée, c'est qu'à la fin de cette séquence, vous n'ayez plus de questions autour du fonds Essentiem, vous ayez juste envie de rentrer dans un projet qui vous permette de faire appel au fonds ou de les mobiliser. Jean-Marie, je te laisse la parole. Merci. Merci Pierre. Donc Jean-Marie Hébert, je travaille avec le CRT Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est cousins, voire frères. Évidemment, on a des territoires qui sont différents. On travaille avec des réalités différentes, même s'il y en a qui se croisent. Et il y a à peu près 2 ans et demi, on s'est posé la question d'un outil pour travailler dans le domaine de l'intérêt général, parce que c'est un domaine qui n'a pas été beaucoup visité, battu, utilisé par la filière des professionnels du tourisme. Alors il y a une raison évidente à ça, c'est que dans les textes de loi qui définissent ce qu'on peut faire sous le cadre de l'intérêt général, la notion de tourisme n'a pas été l'un des éléments qui a été cité. Donc je crois ça a créé une sorte de barrière mentale, entre guillemets, ou juridico-mentale, qui fait que tout le monde s'est dit on ne peut pas faire dans nos activités de tourisme de vrais projets en intérêt général. Et en l'occurrence, on peut en faire. C'est pas très compliqué. La loi, je commence là-dessus et puis après on déroule les éléments. La loi précise que les domaines concernés qui sont autorisés pour les dons, puisque quand on est dans l'intérêt général, on fait appel à la générosité, soit en B2B professionnel, de grands mécènes, soit on peut aussi aller vers la générosité du grand public, mais pour ça il faut avoir des causes très puissantes, hein. Il ne faut pas non plus imaginer qu'on peut solliciter comme ça, puisqu'on est tous des deux côtés de la barrière, mais les grandes causes ou les grands domaines sur lesquels le mécénat est autorisé en France, je les cite parce que c'est ce qui a certainement à un moment donné freiné les envies. Donc ces actions de type philanthropique, on les trouve dans l'éducatif, le scientifique, le social, le familial, l'humanitaire, le sportif et ou le culturel. Et en fait, ces activités, vous le savez bien, dans nos métiers, que ce soit de prestataire d'activité ou guide ou hébergeur, on est toujours à la croisée de plusieurs de ces activités. C'est-à-dire que quand on pratique entre guillemets une activité touristique, on est là-dedans. On est très facilement là-dedans, donc c'est très facile d'avoir les marqueurs des domaines qui sont autorisés par la loi pour faire de l'intérêt général. C'est très facile de les retrouver dans notre filière. Alors, ceux qui se sont le plus emparés historiquement à la limite de notre filière, c'est souvent les acteurs en patrimoine, puisque dans les éléments qui font qu'un site peut être un site remarquable, il y a aussi des éléments patrimoniaux, et la Fondation du patrimoine en France, c'est le faiseur très puissant dans ce domaine-là. Mais c'est quasiment le seul qui s'est vraiment intéressé à nos activités. Donc nous, aidés, conseillés par un avocat, on s'est posé cette question, il nous a dit mais on peut y aller sans problème, et donc on a créé ce fonds de dotation. Alors, je vous le présente plus en détail. Alors, c'est un organisme de mécénat destiné à réaliser des missions d'intérêt général, et ça c'est le marqueur absolu, c'est la ligne rouge, avec les acteurs de la filière tourisme. On parle d'Essentiem, évidemment, c'est-à-dire la vocation qu'on s'est nous-mêmes donnée. On part sur une vision, je ne sais pas si elle vous est familière, du côté du CRT, on avait fait il y a 3 ans et demi, un travail avec une notion de tourisme bienveillant, qui était finalement une approche d'un tourisme
qui vient réconcilier les domaines économiques, évidemment toute la partie environnementale et puis la partie éco-responsable. Donc on était à la croisée de tourisme durable, tourisme raisonné, tourisme conscient de ses impacts. Voilà. Et sur cette vision d'un tourisme bienveillant, on a décidé de créer ce fonds de dotation et de travailler sur les illustrations qu'on pouvait avoir donc dans les domaines de l'éducation, du scientifique, du social, du sport, du familial, du culturel et de l'environnement, très facilement. Alors la vocation, d'abord, avant peut-être de reprendre la manière dont on l'a rédigé dans nos statuts, on s'est donné 3 grandes missions, c'est-à-dire qu'on a envie de travailler, et je pense que c'est certainement sur ces missions que Jean Pinard et puis Pierre ont très vite eu envie d'abord de nous questionner et puis de nous rejoindre. On part sur 3 grandes missions qui sont le tourisme inclusif, c'est-à-dire la cohésion sociale, comment on peut, avec des actions d'intérêt général, aider des publics qui sont éloignés de certaines pratiques touristiques à en être. Donc là, on rejoint aussi des acteurs plus classiques en France autour du droit aux vacances, par exemple. Et donc, on vient donner un coup de main dans cet univers. La deuxième priorité qu'on s'est donnée, c'est le tourisme éco-responsable. Donc, sur cette partie-là, je pense que je ne vous fais pas un dessin. On était juste avant nous les 2 personnes qui ont présenté les actions du Fonds Tourisme Durable de l'ADEME illustrent pour des acteurs privés qui ont une gestion classique entrepreneuriale de leur outil, des moyens à trouver pour le faire évoluer vers plus de conscience et une meilleure pratique, plus économe des énergies, qui va évidemment dans le sens d'une meilleure répartition de la richesse avec des circuits courts. Tout ce qu'on peut faire là, c'est évidemment des éléments qui sont destinés à des entreprises. Nous, avec Essentiem, on va le faire, mais cette fois-ci plutôt dans le monde associatif et dans le cadre d'une gestion désintéressée. C'est ça le marqueur très important que je veux rappeler ici. Quand on est dans l'intérêt général, on doit travailler avec des acteurs qui ne sont pas forcément des entreprises, et en tout cas ceux qui sont les leaders de cause et qui vont agréger des énergies et des dons autour du projet, il faut qu'ils soient dans une logique qui n'est pas une logique à but lucratif. Donc très souvent, les grands porteurs de cause avec qui on part sont des associations. Alors après, il peut y avoir une prestation dans le cadre d'un projet qui ne pourra être produite que par une entreprise, mais le porteur de cause, c'est forcément un acteur désintéressé. Et une autre logique qui doit être respectée dans l'univers de l'intérêt général, c'est qu'on doit délivrer des projets au bénéfice du plus grand nombre. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure, l'ADEME qui s'adresse à des entreprises conscientes finalement de ce qu'elles veulent faire et de la manière dont elles veulent évoluer, et c'est formidable, hein, il n'y a rien de péjoratif, mais évidemment, c'est une gestion d'entreprise. Là, on le fait plutôt sur des projets qui vont concerner ces publics qui ne sont pas des publics captifs et donc qui ne sont pas des publics dans l'environnement immédiat, soit du fonds Essentiem, soit du porteur de cause. Donc il y a cette dimension qui est très importante. Et le troisième élément, c'est la connaissance, tout simplement parce qu'on imagine qu'avec les acteurs de la filière tourisme, on peut certainement travailler soit sur de la vulgarisation, soit sur de nouvelles connaissances à partager. Donc on l'a écrit, un tourisme au service de la cohésion sociale, de la découverte de l'autre, de la sensibilisation et de la préservation de l'environnement, pour un partage des nouvelles connaissances en tourisme. Voilà, recherche et vulgarisation scientifique, on vient de l'évoquer. Alors, le champ d'intervention, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est vite retrouvé avec le CRTL Occitanie. C'est que quand on a créé ce fonds, on est parti à plusieurs cofondateurs. Alors, il y a un tropisme montagne parmi ces cofondateurs, je vais vous les citer dans la foulée, mais on avait dès le départ en tête que l'idée, c'était de pouvoir avoir un outil qui soit utilisable sur l'ensemble du territoire national. Donc, vous avez compris, les frontières d'Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas les frontières du fonds Essentiem. On a une implantation, donc quand on a une implantation, on commence d'abord par activer, rayonner là où on est,
mais très vite, on a cherché à avoir des projets qui vont au-delà. Et de votre côté, il y avait cette logique, on les verra peut-être un petit peu plus en détail dans la deuxième partie. Donc c'était très facile de se retrouver. Alors les priorités, je viens d'en parler. La première, je voudrais faire un focus parce qu'on a pas mal bossé sur le tourisme inclusif et la cohésion sociale. En fait, on a fait 3 grandes actions. Et comme la première, et ça traduit toujours un peu quand même une forme d'ADN, c'était dans ce domaine-là, je voulais simplement en témoigner, c'était l'été dernier, on créait le fonds, et en même temps, France Montagne souhaitait faire une jolie opération, c'est-à-dire inviter les personnels soignants des hôpitaux, que ce soit l'AP-HP à Paris ou bien via les Ségos des hôpitaux en région. Ils souhaitaient inviter ces personnels soignants qui avaient été en première ligne dans la lutte contre le Covid à venir passer quelques jours, une respiration en montagne. Et donc, on a fait ensemble un appel à la solidarité des gens de montagne, et notamment des hébergeurs, mais aussi des acteurs qui proposent des activités. Et on a réussi à récolter 18 000 nuitées et plus de 10 500 heures d'activité. Et on a fait un mur des offres. Et les personnels soignants, une fois qu'ils nous avaient adressé une sorte de fiche qui traduisait le fait qu'ils étaient bien dans ces métiers-là et qu'ils avaient droit à ce dispositif, choisissaient l'hébergeur qui convenait, soit le site, soit le type d'hébergeur, et ils se mettaient en contact directement avec l'hébergeur, ils réservaient, et il était accueilli gratuitement sur des séjours qui étaient entre 3 et 8 jours en moyenne. Donc c'était le top départ d'Essentiem, une opération réalisée avec France Montagne pour permettre cette respiration à des publics qui avaient quand même bien souffert. Et cet été, on a fait 2 opérations, non pas vers des professionnels qui avaient comme ça une charge de travail et peut-être une charge mentale colossale, mais plutôt vers des publics défavorisés, donc un peu plus classiques. Et je rejoins ce que j'évoquais tout à l'heure avec le droit aux vacances. On a travaillé avec l'ANCV, l'Association nationale du chèque vacances, qui a des dispositifs pour permettre à des publics qui ont besoin d'un coup de pouce de partir. Et on a choisi le programme 18-25, là encore montagne. Et on a fait un deuxième programme avec Vacances ouvertes, qui est une des grandes associations nationales, pour aider au départ, cette fois-ci le public qui non seulement ont besoin d'être aidés financièrement, mais des fois ont aussi besoin d'être aidés dans l'accompagnement même de la préparation. Où est-ce que je veux aller? Comment je veux le faire? Je pars en famille pour la première fois sur un site et ça a été une très belle opération. Donc ce volet tourisme inclusif, honnêtement, c'est le tonneau des Danaïdes. Hein. On peut y travailler très longtemps. Donc on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, peut-être d'arriver à trouver des idées complémentaires à ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire avec France Montagne, plutôt des dons en nature qu'on a permis à des publics de consommer, et sur les actions avec la NCV et avec Vacances ouvertes, plutôt des dons en numéraire, et après on s'est appuyé sur les réseaux de ces 2 associations. Pour le tourisme éco-responsable, on est en train de réfléchir à une, voire 2 premières actions. Je vous les livre, puisqu'on est entre nous. La première, c'est avec l'un de nos cofondateurs, Domaine Skiable de France, qui a pris, il y a 2 ans, toute une série d'éco-engagements lors de son congrès à Besançon. Et parmi ces éco-engagements, il y avait cette idée qui est assez partagée, c'est de démonter des installations obsolètes en montagne qui n'ont plus d'exploitants, donc qui n'ont plus de propriétaires et qui sont souvent des verrues sur des sites qui n'ont plus vocation à être, entre guillemets, réindustrialisés. Et l'idée, c'est de démonter ces tire-fesses, ces télésièges qui sont, entre guillemets, obsolètes, mais surtout qui n'ont plus de vocation. Donc ça a commencé avec un tire-fesse sur Saint-Jean-de-Sixte en septembre-octobre. Et on a 3 activités pour l'année 2022 qui se dessinent avec des démontages qui seront plus conséquents, donc qui demanderont plus d'expertise, plus de prêt de matériel spécifique, peut-être de l'enlèvement par hélicoptère certaines fois. Donc voilà, il y a tout un travail qui va être de ce registre. Et la deuxième opération, c'est on réfléchit à faire quelque chose dans le numérique responsable, parce qu'on sait tous que la filière tourisme, comme beaucoup de filières, pratique beaucoup le digital, mais c'est un peu un impensé et on se demande si on ne peut pas
accompagner les acteurs de la filière, soit à mieux faire, soit à avoir des actions correctives en parallèle. Donc voilà les sujets vraiment d'actualité. Et le troisième point, sur la connaissance, là évidemment il s'agit d'aider soit des chercheurs, soit des universités. On ne va pas entre guillemets, se créer de réalité. Là il y a des vrais professionnels qui ont besoin d'être aidés. Donc on va voir parmi les requêtes, les demandes et les discussions qu'on a déjà, là où on peut aider le mieux et avoir des sujets qui en retour intéresseront vraiment la filière. Alors qui peut faire appel à Essentiem? Et là on est déjà peut-être en train de se poser des questions qui vont vous concerner, c'est-à-dire sur un territoire, comment on peut s'agréger à cette dynamique? Alors il faut être dans l'intérêt général, et je l'ai évoqué, il faut être dans les actions qu'on a à mener, il faut le faire avec un but désintéressé, il faut le faire au profit du plus grand nombre. Donc ça, c'est les éléments, entre guillemets, de principe. Et après, il faut le faire avec deux préalables. Il faut évidemment que l'action corresponde peu ou prou, hein, il ne s'agit pas de coller en ligne à ligne à nos trois priorités, mais ce serait bien si les actions qu'on imagine ensemble pouvaient être de cette nature. Ceci dit, vous avez compris que les trois priorités, elles sont très larges, hein, elles sont finalement très, très englobantes entre un public qui a besoin d'être accompagné pour le départ en vacances, et je sais qu'il y a déjà des éléments avec la carte oxygène où on se retrouve très facilement, il n'y a peut-être pas tout à inventer. Sur l'éco-responsabilité, là par contre, c'est peut-être quelque chose qui est à prendre vraiment sur des logiques de territoire avec des projets très incarnés. On peut flirter aussi avec le patrimoine, hein. Nous, on sait que la Fondation du patrimoine a vraiment une légitimité, mais on peut aussi être dans cette proximité. Donc, ce premier préalable, être sur des actions qui ressemblent à ce qu'on a envie de faire chez Essentiem. Et puis, la deuxième, et celle-ci, c'est vraiment de l'engagement. Il faut sentir qu'on est sur une action qui peut mobiliser, et notamment plutôt des partenaires qui ne sont pas trop loin du leader ou du porteur de cause. Parce que ce n'est pas non plus une recette magique, le mécénat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est travaillé dans plein de domaines. Tout à l'heure, on évoquait le culturel, par exemple, ou le patrimoine. Si on veut le faire, nous, sur des actions qui ont cette fibre ou cette couleur tourisme, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des causes qui vont intéresser. Donc, pour vous donner peut-être 2-3 idées, et puis on le développera peut-être en deuxième partie, on se pose des questions, et nous, on a une petite dizaine déjà de projets qui se sont fait jour sur notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on en parlera tout à l'heure. Donc, oui, ça fonctionne, mais on fait attention à se poser tout de suite cette question, est-ce qu'on va intéresser réellement autour de soi? Parce que sinon, ça devient une activité pensum, quoi. C'est-à-dire qu'on s'y consacre, et si ça ne produit pas de réalité transformante, ça peut être quelque chose qui est lourd à porter et qui n'a pas d'objet réel. Donc voilà, être lucide dès le départ sur ce qu'on veut faire et combien ça peut intéresser. Et là, on s'était fait plaisir parce que, évidemment, quel est le motif? Être décisif. Donc, les grandes thématiques que j'ai battues rapidement, développer des projets d'intérêt général, être utile au territoire, co-construire des pratiques durables, impliquer les acteurs locaux, servir la cause de l'environnement, intéresser tous les publics aux bonnes pratiques, favoriser l'attractivité, parce qu'en passant, même si ça n'est pas l'objet même d'une action d'intérêt général, on n'est pas obligé d'aller contre ses intérêts aussi. Et puis le dernier point, soutenir le tourisme bienveillant. Et je pense que ça, on aura peut-être l'occasion de vous faire passer des éléments sur cette vision. Pierre, est-ce que c'est toi qui enchaîne avec peut-être les éléments? Alors je ne vais pas revenir sur la vocation du fonds. Quand il y a quelques semaines, le conseil d'administration du CERTEL a décidé de s'engager dans le fonds Essentiem, c'est essentiellement autour de deux éléments. Un, permettre l'accès au tourisme de ceux qui sont le plus éloignés, de ceux qui en sont le plus éloignés,
Et le deuxième, c'est de permettre à des territoires, à des acteurs du tourisme régional de s'engager aussi sur des actions en faveur du tourisme durable à travers des projets à définir. Sur le premier point, il y a un outil qui existe déjà depuis 2 saisons maintenant, c'est la carte oxygène. J'imagine vous êtes la plupart d'entre vous au courant. La carte oxygène, toutes les familles, tout le monde dans la région peut l'acheter. Simplement, en plus de ça, pour les familles aux revenus les plus modestes, il y a la possibilité, grâce à une subvention de la région, de monétiser cette carte. Donc il y a des sommes auxquelles les familles ont droit, les familles bénéficiaires ont droit. Je crois que pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir un revenu inférieur à 1 000 € par mois. Et à partir de là, du coup, il y a une monétisation de la carte. Ça permet d'avoir quelques moyens. Mais ces quelques moyens, c'est pas énorme. Et donc le premier objectif visé par le CRTL à travers le fonds essentiel, c'est de venir abonder les moyens qui sont mis pour permettre soit d'élargir le nombre de familles bénéficiaires, soit d'allonger dans le temps la période de bénéfice de la carte. À l'heure actuelle, elle est valable jusqu'à la fin du mois de septembre. L'idée, c'est si on réussit à effectivement collecter des moyens supplémentaires, de pouvoir peut-être le prolonger dans le temps. Là, la démarche est relativement simple. Il faut qu'on trouve des entreprises qui, pour différentes raisons, tu n'es pas intervenu là-dessus, mais je pense que c'est important aussi de le préciser. Les moyens mis par les entreprises dans le fonds essentiel leur permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt qui n'est pas négligeable. Alors, un mot, tu as raison. Peut-être qu'il y a un slide qui est passé rapidement tout à l'heure, mais le focus, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que dans ce que vous voilà, peut-être ici, finalement, la structuration des Sensième, voilà, les fondateurs, le collège des partenaires, les personnalités qualifiées, tout ça, on peut en être content, fier, mais c'est jamais qu'une petite gouvernance pour arriver à solliciter, notamment du côté des entreprises, toute une filière. Donc on a des têtes de réseau avec Club Med, VVF, Domaine Skiable de France, Vacances-Éole, Easy Voyage et nous-mêmes. Dans la logique du collège des partenaires, on a le CRTL Occitanie et Transdev, et puis on a un troisième partenaire qui nous rejoint. Mais tout ça, ça n'est qu'au service d'une politique qui est vraiment aidée par l'État. C'est-à-dire que par rapport à un deal classique où vous avez un partenaire, et j'en ai aussi évidemment au sein du CRTL, du CRT Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, où vous avez un partenaire pour qui vous délivrez des prestations et qui en échange va vous aider financièrement. L'intérêt du mécénat, c'est que l'État français a créé des conditions particulièrement avantageuses pour ce type de deal. Dans la plupart des pays du monde, il y a une défiscalisation qui est entre 5 et 20%. En France, elle est de 60% pour une entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise qui donne 100 sur un projet en mécénat, qui a du sens pour elle, où elle se retrouve, où elle peut traduire le fait que c'est un acteur dynamique, local, où il y a un geste citoyen, où il y a une mobilisation de ses propres salariés sur une cause, tous ces éléments qui peuvent l'intéresser, c'est une première chose, mais à côté de ça, il y a cette très forte incitation fiscale, puisque quand elle donne 100, elle va avoir un retraitement avec une moins-value de 60 sur l'impôt sur les sociétés. Donc, je pense que vous avez compris, c'est un dispositif qui est phénoménal, d'ailleurs qui a suscité des débats, puisqu'il y a eu, notamment dans le domaine de la culture, des fois des abus, c'est-à-dire que des grands faiseurs, notamment les grandes maisons de luxe, ont des fois créé des fondations qui sont presque un outil à leur propre service, mais ces 60% de retraitement fiscal, avec un reçu qui est émis et qui est présentable par l'entreprise à l'administration, c'est unique. Hein. Vous connaissez la puissance des finances en France. C'est le premier ministère, c'est celui qui est toujours le plus dynamique, c'est celui qui est le plus à même de travailler.
eh bien, il a fait une exception, c'est-à-dire qu'il nous permet, acteurs en mécénat, de lever des fonds et de permettre à ces fonds d'être défiscalisés. Donc j'insiste là-dessus, c'est 60% pour les entreprises et pour les particuliers, c'est de 66% à 75% de défiscalisation. Donc c'est très incitatif et ça permet à une entreprise de faire de jolies choses dans son environnement immédiat, avec souvent un effet drapeau, une envie d'être présent en local et de le faire avec cet accompagnement qui est très important. Et donc je vais en profiter pour lancer un premier appel. Si vous connaissez des entreprises qui ont envie d'abonder le fonds pour venir renforcer les moyens de la carte oxygène, surtout ne vous privez pas de leur faire savoir que ça existe. En plus, c'est la période, avant le 31 décembre, ce sera valable sur l'impôt sur les sociétés à verser l'année prochaine. Et puis je suis sûr, enfin je regarde Jean Pinard en le disant, je suis sûr qu'on est prêt à prendre le risque d'une accusation d'abus si des fois il y avait des entreprises qui décidaient de donner plusieurs millions d'euros pour abonder la carte oxygène. Alors juste pour simplement vous dire que la carte oxygène c'est très malin parce que finalement c'est ce que nous on va faire avec la NCV où on va abonder un programme existant. Ben, vous le programme existant vous l'avez déjà créé. Et maintenant, vous êtes dans la logique de permettre et en même temps de demander à des professionnels d'abonder ce dispositif. Donc, c'est vraiment un support pour faire du mécénat qui, à mon avis, est très chouette. Voilà. Deuxième volet, et là aussi, ça va être un appel à projet. Alors, on n'est plus très nombreux dans la salle, mais je compte sur vous pour le répercuter à l'extérieur dans les discussions que vous pourrez avoir. L'idée, c'est de soutenir des projets locaux. Et ce soir, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous proposer aux acteurs du tourisme sur un territoire de s'emparer d'un projet et d'essayer de le porter. Alors, c'est la partie la plus difficile parce que là, on peut aller chercher les entreprises, mais peut-être que l'idée aussi, c'est de mobiliser les visiteurs de nos territoires pour les embarquer dans un projet qui tient à cœur du territoire et du coup de les faire participer aussi au soutien à l'économie locale, à un meilleur partage du profit des loisirs pour chaque individu. Et donc en restant dans le champ du social, de l'éducation ou de l'environnement, la première des choses pour un territoire qui aurait envie de s'emparer d'un projet et de l'aider à travers le fonds essentiel, c'est de trouver un projet qui rentre dans ce cadre-là. Le territoire ne peut pas seul le choisir parce qu'il faudra avant vérifier auprès des SENSIEM que le projet est éligible et d'où la nécessité d'avoir une validation par SENSIEM. Jean-Marie, tu voulais ajouter un truc? Alors, on en parlait tout à l'heure, je peux peut-être vous donner des exemples des premiers projets qui se sont fait jour du côté de Verne-Ronald Tourisme. On a par exemple un projet avec un site qui s'appelle la Cartoucherie, qui est à Bourg-les-Valences, à Valence, et qui est un site aujourd'hui, qui est un site de création de l'image animée 3D. Il y a une douzaine de studios et il y a 2 écoles de formation des futurs professionnels de création de la 3D, du jeu vidéo, de l'image animée. Donc, dans un premier temps, c'est un site qui est très B2B finalement. C'est les professionnels plus les futurs professionnels. Il se trouve qu'il y a une association qui vit sur ce site et qui souhaite ouvrir au grand public la connaissance, les enjeux et les manières de fabriquer des films en 3D. Et donc on passe d'une logique qui est très entrepreneuriale, qu'on ne peut pas aider avec un fonds de dotation, à une logique où une association va faire de la médiation culturelle, va créer un musée, va créer un festival, donc des actions que je vais appeler culturelles au sens large, et qui vont faire que ce site va devenir un site vivant à l'année, qui sera visité, qui sera peut-être très visité, parce que c'est sur ce site qu'on fait par exemple Lapin Crétin ou des films qui sont en ce moment à l'affiche dans les salles de cinéma, c'est-à-dire que c'est un des 2-3 sites référents dans la 3D qui avait ce profil d'excellence. Et cette association avec un ancien pro des studios et qui est très connecté avec tout cet univers et son envie de faire de la médiation culturelle autour de ça, nous permet de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on va collecter ensemble avec cette logique de rencontrer les entreprises du tissu local et on part sur 3 ans de collecte.
On va essayer de faire de l'ordre de 60-70 000 euros par an, donc sur 3 ans, à peu près 200 000 euros, qui viennent compléter un budget de l'association qui était déjà abondé en partie par des structures type collectivité. Et donc, avec ça, pendant 3 ans, ils vont avoir une montée en puissance, les premiers achats pour le futur musée, ils vont créer les premières animations et le premier festival, il va y avoir de la résidence d'artistes, il va y avoir une association qui va permettre aux jeunes des quartiers de venir rencontrer les professionnels. Et donc, toute cette dimension, ça va produire quelque chose. Alors, on va être un peu immodeste. Si ça marche très bien, à 3 ans, peut-être que Valence pourrait devenir, dans notre imaginaire, un peu ce qu'est Angoulême pour la BD 2 dimensions, c'est-à-dire devenir le lieu incontournable de la 3D. Donc, c'est super ambitieux. Nous, on est une petite partie du projet. Et cette petite partie en mécénat, elle est très calibrée. On sait ce qu'on va aller chercher. On a déjà commencé le mois dernier à faire des réunions où on invite une vingtaine d'entreprises et on leur présente le projet. Mais voilà un exemple. Alors après, il y a des exemples un peu plus classiques qui sont portés par des grands OT. On en a un avec Aix-les-Bains, on en a un qui va arriver certainement avec Chamonix-Mont-Blanc. Et là, c'est très souvent l'OT qui va porter cette action d'intérêt général, qui va la définir sur son territoire. Et nous, on va lui donner la boîte à outils pour que dans cette même logique où on va aller solliciter des professionnels, eh bien, on puisse émettre les reçus fiscaux, recevoir les dons et après abonder le projet ou les projets qu'ils vont définir. Donc on a créé déjà cette petite boîte à outils. Ça peut se faire aussi, et c'est mentionné dans le point 2, réalisation et partage des outils. Vous avez modalité de collecte. On a beaucoup parlé des dons auprès des entreprises et des grands donateurs ou petits donateurs. Il y a aussi l'arrondi solidaire. On le pratique tous quand on va sur un site, la SNCF, quand on achète son billet, vous avez à la fin la possibilité de donner X euros en plus pour une des causes qui ont été présélectionnées. C'est la même chose avec McDonald's qui le fait pour sa propre structure en mécénat. Mais on peut très bien imaginer cette logique d'arrondi solidaire autour de projets quand les projets sont assez forts. Donc on y réfléchit, et notamment avec Chamonix-Mont-Blanc, ils ont envie d'avoir une initiative éco-responsable, puisqu'ils sont sur une vallée qui est assez polluée, vous le savez. C'est-à-dire que c'est à la fois un site emblématique majeur de la montagne qui fait rêver, et c'est au réel un site qui est difficile des fois à vivre, et ils vont essayer d'avoir une belle opération et de proposer à travers le tissu des commerçants, des hébergeurs, des professionnels de la montagne, qui vont tout simplement télécharger sur leurs outils de paiement un programme et qui permettra de proposer lors du paiement de n'importe quelle activité ou de n'importe quel hébergement, d'avoir cette proposition enfin. Est-ce que vous souhaitez donner 1 euro, 5 euros, 10 euros pour ? Donc c'est une piste, ce n'est pas forcément la piste magique parce qu'il faut vraiment quelque chose de puissant, et on le sait tous, quand on donne, il faut qu'on soit accroché, donc il faut avoir vraiment été interpellé, mais ça peut être aussi quelque chose qui est réalisable. Vous avez non seulement le travail avec les professionnels qui peuvent se doter de cet outil, et nous, sur le site essentiem.org, on peut aussi avoir un relais pour des dons comme ça de particuliers. Voilà, des éléments. Je vais vite balayer ce qui peut être le mode d'emploi pour un territoire. Dans les projets à soutenir, on peut aussi imaginer des projets de compensation carbone à proposer aux visiteurs. Par exemple, on peut communiquer auprès du public en disant si à travers l'arrondi solidaire ou vos dons, on pourra planter des haies, ce qui permettra de compenser l'impact carbone de la visite sur le territoire. Donc, pour ça, au-delà du choix du projet, il faut aussi définir le périmètre sur lequel on le fait. Jean-Marie l'évoquait à l'instant. Si on veut être en capacité de collecter des sommes qui permettent la réalisation des projets ou de participer de façon significative à la réalisation du projet, c'est clair qu'il vaut mieux étudier avant, savoir si on le fait à l'échelle de l'office, si on le fait à l'échelle du département ou de plusieurs offices, parce que sinon le risque c'est de ne pas collecter de sommes suffisantes pour pouvoir mettre en œuvre ou participer de façon significative à la réalisation du projet. Deuxième étape, la réalisation et le partage des outils de communication, parce qu'il faut voir d'abord à qui on va s'adresser. Est-ce qu'on va cibler uniquement les entreprises ?
Est-ce qu'on va s'adresser au grand public, aux habitants du territoire? Est-ce qu'on va s'adresser aux visiteurs? Est-ce qu'on va faire un mix des trois? Du coup, ça a des incidences à la fois sur la modalité de collecte et sur la stratégie de communication à mettre en œuvre. La mise en œuvre, je reviens sur mon idée de compensation carbone. C'est vrai que le fait de s'engager dans un projet comme ça, ça peut être aussi un moyen d'animation en direction des professionnels du territoire. Ça peut être un moyen d'expliquer que, au-delà de l'opération, ils peuvent aussi contribuer à améliorer leur impact carbone en réutilisant, comme on l'a vu sur le projet, en réutilisant une partie de leurs déchets, en recyclant, en faisant des économies sur l'eau. Voilà. La mise en œuvre de la campagne doit permettre aussi de sensibiliser les relais de l'action, pas simplement sur l'objet même du projet à soutenir, mais aussi sur des bonnes pratiques à mettre en œuvre sur le territoire. Oui, quatrième point, attention, il faut bien évaluer l'ambition de la démarche. Il ne s'agit pas de dire en fonction de l'échelle du territoire, on va faire un super gros truc et de se rendre compte que finalement, on n'est pas en capacité de collecter des moyens qui permettent la réalisation du projet. Et effectivement, il faut qu'à la fois les ressources du territoire et le périmètre du coup de la collecte des fonds soient suffisants pour permettre de soutenir le projet de façon significative. Juste sur ce point, évidemment, on ne fait pas du marketing, mais presque. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, est-ce que le projet, il apporte quelque chose? Est-ce qu'il est différenciant? Est-ce qu'il va être susceptible de créer une dynamique? Voilà, il faut se poser ces questions de base. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on y croit, là, par contre, il ne faut surtout pas arrêter les énergies. Mais voilà, il faut avoir ce spectre au départ pour essayer d'être lucide sur ce qu'on veut mettre en route. Les deux derniers points, c'est ce que j'évoquais juste avant. C'est vrai que ça peut être un outil d'animation vis-à-vis des prestataires. Ça peut être aussi un outil de sensibilisation des visiteurs de nos territoires. Je pense que dans la présentation, je propose qu'on s'arrête là. Par contre, s'il y a des questions, si on n'avait pas été suffisamment clair sur certains points, on peut peut-être prendre quelques minutes pour y répondre. Clairement, l'ambition qu'on peut avoir, c'est de se dire que l'année prochaine, on ne vous parlera pas de ce qui peut se faire, mais on vous présentera les premiers projets sur lesquels le Fonds Essentiem aura pu permettre d'agir. Des questions? Ouais. Alors, quand vous dites « il pèse », c'est-à-dire quel est son budget de fonctionnement actuel? D'accord. Alors, tout à l'heure sur la présentation, les fondateurs donnent à peu près 30 000 € par an pendant 3 ans. Donc ça veut dire qu'on est 6 fondateurs, ça fait à peu près 150 000 180 000 €. Après quoi, chacun des fondateurs, lorsqu'il a envie de porter un projet particulier, peut abonder en plus de ce qu'il apporte au budget socle. Donc par exemple, nous, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, sur les projets inclusifs qu'on a menés, on a mis un ticket de 45 000 € pour l'année 21, par exemple. DSF sur le programme qui va se faire sur le démontage des installations obsolètes va certainement mettre un ticket en complément. Donc après, ça se fait non seulement sur une dimension entre guillemets budget socle avec un engagement annuel, comme je l'ai évoqué, et puis ça se fait après, projet par projet, s'il y a de l'intérêt chez tel ou tel. Alors je parle des partenaires fondateurs, mais évidemment, on va aller chercher des mécènes qui ne sont pas à la gouvernance. C'est-à-dire que nous, ça nous permet d'avoir une première assise et de se dire, tiens, on peut commencer à bosser sur tel ou tel sujet, mais sur chacun d'un sujet, l'idée, c'est d'avoir une collecte avec, par exemple, un projet qu'on a mené pour la création de l'école de la micro-aventure cette année, puisque la micro-aventure, c'est un thème qui est quand même excessivement dans l'air du temps et dans les pratiques au réel, et notamment des plus jeunes. Et on s'est rendu compte avec Amélie Deloffre, qui est l'une des
des grandes faiseuses de la micro-aventure en France, qui avaient un trou dans la raquette, c'est-à-dire que très souvent, ceux qui pratiquaient la micro-aventure, c'était soit des têtes brûlées, soit des enfants d'eux, enfants de guides, enfants de connaisseurs ou hyper connaisseurs de la nature. Mais par contre, pour ceux qui se disent, tiens, cette pratique qui est de partir à la porte de chez soi et pendant 2 jours, quasiment en autonomie, découvrir différemment son territoire, comment ça marche, ben, il fallait qu'il y ait un peu de sensibilisation, voire de formation. Et ils avaient envie de créer cette école sous une forme associative, donc on est bien dans la logique des intéressés. Et donc on les a accompagnés pour aller chercher des mécènes et les aider à structurer un budget qui est de l'ordre de 25 000 € pour la première année et qui leur met le pied à l'étrier, sachant qu'en tant qu'association, ils ont le droit, évidemment, de vendre aussi ces prestations. Mais on est dans une logique où on s'est dit, tiens, quel est le besoin et comment on peut le construire. Tout à l'heure, je parlais de la cartoucherie avec à peu près 60 à 70 000 € par an. Voilà, on s'est donné une cible, on sait ce qu'on va chercher, et puis après, tout le monde transpire, c'est du classique. Une autre question ? Oui. Est-ce qu'on a une charte éthique ? Alors oui, en quelque sorte, parce que quand je parlais de la vision pour un tourisme bienveillant, on l'a mis noir sur blanc, c'est-à-dire qu'on a un film, mais on a aussi une charte qu'on appelle un manifeste pour un tourisme bienveillant. Et donc, qui est une manière d'écrire un petit peu notre programme, qu'est-ce qu'on appelle par tourisme bienveillant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je pense que c'est ce qu'il y a aussi dans votre question, c'est quand on va essayer de comprendre si le programme que vous faites émerger ou que vous proposez pour le CRTL Occitanie est bien dans les clous, on va se poser les questions qui sont plus juridico-légales, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien dans le cadre de l'intérêt général, c'est-à-dire est-ce qu'il est bien caractérisé par ce qu'on va faire, par les publics qui sont concernés, par la collecte qu'on va mener. Donc on a d'un côté le manifeste du tourisme bienveillant qui est une forme de charte, et on a à côté de ça les principes juridico-légaux qu'on doit respecter et qu'on va veiller, parce que nous, on engage notre responsabilité à respecter ensemble. Mais ce n'est pas non plus un chemin de croix. J'insiste sur le fait qu'on est évidemment de ce côté-là de l'intérêt général, et il ne faut pas le confondre avec du sponsoring ou des opérations classiques, mais en revanche, c'est quelque chose qui permet de délivrer beaucoup d'opérations. Il y a un contrôle de légalité, mais une fois que j'ai dit ça, on peut faire beaucoup de choses avec le mécénat. Le législateur a vraiment eu une vision très encourageante de ces pratiques pour la France. Une dernière question ? Non, c'est que donc tout était clair. J'espère que l'ambition du début de cette conférence est atteinte. Vous avez tous compris ce qu'était le fonds essentiel, mais comment vous pouvez vous l'approprier à votre niveau. Et je le redis, j'espère que l'année prochaine, rendez-vous en Convergence 2023 pour présenter les premiers projets essentiels de la région Occitanie. Oui, et puis un fonctionnement très light. Pierre, il reçoit vos projets ou vos demandes, on échange, on fait des allers-retours, on a notre conseil qui regarde très vite. C'est pas une mécanique infernale qui se met en place, au contraire, c'est de voir assez rapidement si le projet que vous avez envie de porter ou qui est pas loin de chez vous, il a du sens et comment on pourrait le mener ensemble. Donc on est dans cette logique vraiment de s'aider. Merci Jean-Marie, merci à vous, bonne soirée.